Bien, Luc Ferry, pour parler de Tocqueville, le penseur de la démocratie, je pense qu'une première question qui vient à l'esprit, c'est celle de savoir en quel sens démocratie, parce que le terme a été pris non seulement en différents sens, mais également le terme de régime a été pris en différents sens. Donc quand on dit régime démocratique, qu'est-ce qu'on entend précisément ? Alors justement, l'originalité de Tocqueville, c'est d'ailleurs une originalité, si je puis dire, qu'il partage avec Marx, si on peut partager une originalité, c'est de ne pas définir la démocratie simplement comme un régime constitutionnel, comme une forme de gouvernement. C'est évidemment aussi une forme de gouvernement, mais c'est avant tout le fruit d'une très longue histoire, qui est une histoire à la fois sociale, politique, intellectuelle, et cette histoire, elle est marquée notamment par deux grands traits qui sont, comme on sait, l'égalisation des conditions, et puis la naissance de l'individualisme, le fait que l'individu apparaît comme individu autonome, et ça se fait très progressivement, comme un individu qui s'émancipe au cours des âges, des héritages traditionnels. Alors pourquoi c'est intéressant ? Il me semble que c'est un sujet notamment sur lequel Hubert Védrine a beaucoup réfléchi, c'est que ça permet de comprendre pourquoi on ne peut pas, créer de force la démocratie. Donc ça permet de comprendre aussi, même par rapport à l'actualité, par exemple des projets américains en Irak ou ailleurs, on ne peut pas imposer la démocratie parce que c'est le fruit d'une très longue histoire. Et au fond, si Marx dit qu'il faut d'abord du développement social économique pour arriver à la démocratie, Tocqueville ajoute une chose par rapport à Marx, c'est qu'il faut aussi des conditions, pas simplement économiques et sociales, mais aussi politiques et intellectuelles. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très précieux pour comprendre l'échec pratiquement de toutes les tentatives d'imposer brutalement la démocratie comme régime constitutionnel dans des pays qui n'ont pas eu cette histoire. Oui, oui, en effet, puisque si la démocratie c'est aussi des mœurs, il faut bien que la démocratie puisse se développer déjà dans un cadre démocratique où les mœurs sont déjà démocratiques. Mais alors une question vient également à l'esprit, c'est celle de savoir quelle est l'originalité de la démocratie moderne par rapport à la démocratie grecque, puisque si la démocratie moderne est le fruit d'une longue histoire, c'est qu'elle se détache de système démocratique au sens ancien du terme. Je crois que ça, Robert, tu vas en parler beaucoup mieux que moi. Et il faudrait beaucoup de temps pour en parler. Je crois que personne ne connaît mieux que toi ce sujet. Moi, je dirais simplement une chose, c'est que la démocratie grecque, démocratie directe, démocratie d'assemblée, celle que notre ami Castoriadis admirait tant, elle a évidemment quelque chose de magnifique, c'est qu'elle est déjà un exercice de délibération, un exercice d'argumentation, comme on n'en a probablement aucun exemple aussi poussé, non seulement dans l'Antiquité, mais peut-être même aujourd'hui. Et c'est probablement ce qui explique ce qu'on a appelé le miracle grec, c'est-à-dire la naissance de la philosophie. Mais en même temps, évidemment, l'arrière-fond de la cité grecque n'a rien de démocratique. Il faut bien dire que la cosmologie grecque, c'est-à-dire la vision grecque du monde, c'est une vision qui est totalement, on pourrait dire, holistique. C'est l'idée que le monde est comme une espèce de maison, comme une espèce de cocon dans lequel il y a une hiérarchie quasi infinie des êtres, une hiérarchie naturelle des êtres, et c'est évidemment ce qui explique aussi cette vision du monde hiérarchisé, que quelqu'un comme Aristote, par exemple, puisse s'accommoder d'avoir des esclaves, l'idée qu'on défend l'esclavage par nature. Et donc le fond de la vision grecque du monde, c'est un fond cosmologique dans lequel il n'y a pas véritablement d'égalité entre les êtres. Et donc cette condition de la démocratie, cette idée d'égalité n'est pas présente fondamentalement chez les Grecs. C'est une démocratie d'hommes libres. Et je crois que pour qu'on ait cette idée d'égalité, il faut une chose très très importante, il faut le christianisme. C'est-à-dire il faut, peut-être si on se souvient de la parabole des talents, il faut cette idée que la vertu morale ne réside pas dans les dons naturels, dans les talents naturels, dans l'intelligence, la force, la mémoire ou que sais-je, mais qu'elle réside dans l'usage qu'on en fait. Et que dès lors qu'on dit que c'est l'usage des dons naturels qui est vertueux ou pas vertueux, qui fait la moralité ou la vertu d'un être, alors d'une certaine façon, tous les êtres sont à égalité, quel que soit leur don naturel. Et cette idée-là, c'est une idée qui est fondamentalement chrétienne, c'est pas une idée grecque. Et il fallait qu'il y ait cette histoire du christianisme pour que la démocratie, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, avec l'idée d'égalité, soit possible. Je crois que... Donc, au fond, on pourrait dire que s'il y avait une forme d'égalité dans la cité, c'était une égalité
entre citoyens, voilà, mais non pas une égalité entre des hommes. citoyens en tant qu'hommes. Voilà, exactement. Et donc il y a plusieurs humanités, si on peut dire, dans le monde grec, tandis que, ou en tout cas il y a une humanité hiérarchisée, tandis que à partir du christianisme, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit à juste titre que les chrétiens sont ceux qui inventent l'idée d'humanité d'une certaine façon. Mais alors si le terme démocratie elle-même, c'est parce que dans un cas comme dans l'autre, on affirme le principe de la souveraineté du peuple, démocratie, oui. Il y a donc une souveraineté du peuple, Oui. J'imagine en deux sens différents également. Et que signifie ce terme de souveraineté du peuple? Et est-ce qu'on peut définir la démocratie par ce principe de la souveraineté ou au fond le principe de la majorité? Il y a sûrement, là aussi, je pense que tu en parleras beaucoup mieux que moi, il y a quand même quelque chose qui est très frappant dans toutes les démocraties modernes et qui mérite réflexion, c'est qu'on a deux principes démocratiques qui sont concurrents d'une certaine façon et qui sont incarnés l'un par la souveraineté du peuple, directe ou représentée. Par exemple, souveraineté directe, c'est l'élection du président en France par le suffrage universel, ou souveraineté du peuple représentée, c'est ce qu'on appelle, ce que Sieyès appelle déjà la représentation nationale, les parlementaires, bon, qui sont nos représentants, mais qui sont quand même, dont la légitimité relève quand même de la souveraineté du peuple. Puis vous avez un autre principe à côté, et qui est incarné dans le Conseil constitutionnel, dans les cours suprêmes, peu importe comment on les appelle, et qui est aussi un principe démocratique. Par exemple, en France, même si la volonté populaire voulait qu'on rétablisse la peine de mort, pour prendre un exemple clair, eh bien, la peine de mort serait quand même interdite par le Conseil constitutionnel qui dirait que ça n'est pas conforme, par exemple, au traité que nous avons ratifié, que ça n'est pas conforme aux principes généraux du droit, ou que ça n'est pas conforme, peut-être même, ferait-il appel à la Déclaration des droits de l'homme pour justifier cette non-conformité. Donc on voit qu'on a deux principes. Un, le principe de la souveraineté du peuple, représenté ou non avec la fameuse règle de la majorité, mais aussi le principe, j'allais dire, les principes généraux du droit et les droits de l'homme, qui sont aussi des principes démocratiques, à la limite, quelle que soit l'idée que le peuple s'en fait. Le peuple peut aussi aller contre la démocratie, en ce sens qu'il peut lui arriver éventuellement, par exemple, d'être hostile à des principes fondamentaux tels que les droits de l'homme. Et en ce sens-là, il y a toujours une concurrence dans les grandes démocraties entre ces deux principes, généralement représentés l'un par le Parlement et l'autre par les cours constitutionnels. Et ça mérite réflexion. On peut dire que la véritable autonomie, ce n'est pas l'arbitraire de la majorité. Exactement. Cette distinction qui est... Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des principes fondamentaux du droit, qui est par exemple l'idée d'égalité entre les êtres humains, par exemple l'antiracisme, pour prendre des exemples clairs qui parlent à tout le monde, qui relèvent de l'idée démocratique qui elle-même est fondée sur la notion d'égalité, de dignité des êtres humains, et qui éventuellement pourrait être contredit par une majorité qui, dans ce cas-là, serait, bien que démocratique au sens de la souveraineté populaire, antidémocratique au sens des principes généraux du droit. Donc ça mérite aussi révéler. Donc il y a souvent d'ailleurs bisbille entre ces deux principes dans l'univers démocratique. Merci beaucoup. Merci à toi surtout.